En février 2007, la famille Moreau quitta son domicile dans un petit village en Corrèze pour un voyage de week-end afin de rendre visite à des parents. Ils n'arrivèrent jamais. Les routes étaient verglacées mais dégagées, leur voiture 4x4 Renault en parfait état, et Météo France n'avait signalé aucune tempête majeure dans la région. Les équipes de recherche parcoururent chaque kilomètre entre le village et leur destination. Aucune trace de pneus, aucun débris, aucun signe de la famille. Pendant 10 ans, leur disparition resta une affaire classée sans suite. Le genre d'histoire dont on chuchotait dans les cafés locaux et autour des poêles à bois, chaque récit se terminant par le même haussement d'épaule. Ils ont probablement dérapé quelque part où on ne les retrouvera jamais. Puis, en janvier 2017, un chasseur traversant la rive gelée du lac de Vassivière aperçut quelque chose sous la glace. Au début, il pensa que c'était une bûche. Puis, la lumière du matin changea, révélant une ligne de toit, du verre, et l'inconfondable vert d'une plaque d'immatriculation. À la fin de la journée, les plongeurs confirmèrent. La voiture 4x4 Renault de la famille Moreau, parfaitement préservée sous plus de 30 cm de glace. Mais ce que les enquêteurs trouvèrent à l'intérieur ne correspondait à aucune des théories qu'on leur avait présentées au cours de la dernière décennie. Jacques Dubois était en train de fendre du bois derrière sa cabane lorsque la nouvelle éclata à la radio de sa cuisine. Depuis 10 ans, il suivait la même routine. Fendre du bois jusqu'à ce que ses épaules brûlent. L'empiler jusqu'à ce que son dos hurle. Tout pour garder ses mains occupées et son esprit loin des routes de février. Et de l'appel téléphonique qui avait tout changé. La voix du présentateur flottait par la fenêtre ouverte de la cuisine. Nouvelle de dernière minute depuis le lac de Vassivière. Un chasseur a découvert ce qui semble être un véhicule sous la glace, probablement lié à la disparition de la famille Moreau en 2007. La hache de Jacques glissa de ses mains, heurta le sol gelé avec un bruit sourd qui semblait résonner dans sa poitrine. Moreau, son nom de famille, le nom de son frère, David, Sophie, Camille, Thomas. 10 ans à éviter leur nom. 10 ans à changer de station de radio dès que des histoires de personnes disparues passaient. 10 ans à se convaincre qu'ils avaient probablement roulé vers un endroit plus chaud, recommencé une nouvelle vie, oublié le frère qui les avait envoyés sur la mauvaise route. La plaque d'immatriculation correspond à la voiture 4x4 disparue de la famille. Les jambes de Jacques flanchèrent. Il s'agrippa au billot, l'écorce râpant sa paume, des échardes s'enfonçant dans sa peau. Le souvenir le frappa comme un coup physique. La voix de David au téléphone ce matin de février, fatigué et stressé par le trajet vers Limoges. Les conditions routières semblent correctes pour le voyage. Tu penses toujours que la route du lac est plus rapide? Et Jacques, à moitié endormi, la gueule de bois après une nouvelle nuit à noyer sa solitude dans le vin rouge, avait marmonné quelque chose à propos de la route du lac de Vassivière, plus jolie, plus rapide, économisant 20 minutes sur le trajet. Il ne l'avait jamais emprunté lui-même. Le véhicule semble intact sous plus de 30 cm de glace. Intact. Jacques tituba vers la maison, ses bottes crissant dans la neige qui ressemblait trop à ce matin de février où les équipes de recherche avaient abandonné tout espoir. La radio trônait sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, petite et noire, délivrant une nouvelle qui lui faisait l'effet d'un poing dans les côtes. Denis Lemoine, un chasseur local, avait repéré ce qu'il avait d'abord pris pour des débris sous la glace en vérifiant ses pièges à lapins. Jacques augmenta le volume jusqu'à ce que le haut-parleur grésille. Ses mains tremblaient. L'inspectrice Claire Lefebvre de la Gendarmerie nationale confirme que l'immatriculation du véhicule correspond à l'affaire des personnes disparues de 2007. L'inspectrice Lefebvre. Jacques se souvenait d'elle à l'époque. Jeune, déterminée, la seule gendarme qui semblait vraiment écouter lorsqu'il lui parlait de l'itinéraire prévu par David. Elle lui avait demandé 2 fois à propos de la route du lac, pourquoi David aurait pris un chemin aussi indirect pour Limoges. Jacques avait menti, lui disant que David aimait les routes pittoresques, que la famille voulait probablement admirer le paysage hivernal. Il ne lui avait jamais dit la vérité, qu'il avait recommandé un itinéraire qu'il n'avait jamais emprunté, basé sur un conseil dont il ne se souvenait même plus de la source. La cuisine lui sembla soudain trop petite.
Jacques attrapa son manteau, sortit dans le froid de février. Son souffle formait des volutes dans l'air alors qu'il regardait au loin, vers les collines distantes. Quelque part là-bas, au-delà de la lisière des arbres, se trouvait le lac de Vassivière. Quelque part sous la glace, la famille de son frère, préservée, attendait. Jacques sortit son téléphone avec des doigts engourdis. Trouva le numéro de l'inspectrice Lefebvre dans ses contacts. Il ne l'avait jamais effacé. Il n'avait pas pu se résoudre à couper ce dernier lien avec l'enquête. Elle répondit à la deuxième sonnerie. Lefebvre, c'est Jacques Dubois. Sa voix se brisa sur son propre nom, une pause, puis sa voix plus douce. Jacques? J'imaginais que vous appelleriez. Est-ce vraiment eux? Nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n'aurons pas remonté le véhicule, mais les plaques correspondent à l'emplacement. Elle hésita. Jacques, la voiture est exactement là où vous avez dit que David prévoyait de passer. Les mots le frappèrent comme un coup physique, là où il leur avait dit d'aller. Il faut que je voie ça, dit Jacques. Jacques, je ne pense pas que vous devriez voir ce que j'ai causé. Une autre pause. Plus longue cette fois. L'opération de récupération commence demain matin. Je ne peux pas vous laisser interférer avec l'enquête, mais vous pouvez observer de loin si vous pensez pouvoir le supporter. Jacques ferma les yeux. 10 ans de culpabilité, de questionnement, de réveil chaque matin avec le poids de leur mort sur ses épaules. Je peux le supporter. Après avoir raccroché, Jacques retourna au tas de bois, fixa les bûches éparpillées, la hache gisant dans la neige là où il l'avait laissé tomber. Pendant 10 ans, il avait fendu du bois comme s'il pouvait fendre ses souvenirs, les empiler proprement, les brûler en cendres et en chaleur. Mais les souvenirs ne brûlaient pas si facilement. Il se souvenait de l'excitation de David à propos du voyage. Premières vacances en 2 ans. Une occasion de voir la sœur de Sophie et son nouveau bébé. Camille avait 17 ans à l'époque, se plaignant de rater un bal à l'école. Thomas avait 8 ans, posant 1000 questions sur la possibilité de voir des chevreuils ou des sangliers sur la route. Une famille normale faisant des choses normales, planifiant un voyage de week-end pour voir des proches, jusqu'à ce que leur oncle leur donne des indications qui les menèrent à une tombe gelée. Jacques ramassa la hache. Ses mains étaient fermes maintenant, la détermination remplaçant la panique. Demain, il conduirait jusqu'au lac de Vassivière. Demain, il regarderait remonter la famille de son frère de la glace. Demain, il saurait enfin ce que son conseil imprudent leur avait coûté. La radio jouait encore dans la cuisine, diffusant des bulletins météo et des informations sur le trafic. Des nouvelles ordinaires pour des gens ordinaires qui n'avaient pas passé une décennie à porter 4 fantômes. Jacques fendit du bois jusqu'à la tombée de la nuit. Chaque coup de hache s'enfonçant dans le bois gelé comme une prière pour un pardon qu'il ne recevrait jamais. Au-dessus de lui, les premières étoiles apparurent dans le ciel clair de février. Les mêmes étoiles qui brillaient il y a 10 ans lorsque la famille de David avait disparu dans la nature où Jacques les avait envoyées. Les mêmes étoiles qui les avaient vus mourir. Jacques ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis à sa table de cuisine jusqu'à l'aube, fixant la photo de famille qu'il gardait dans son portefeuille. David, Sophie, Camille et Thomas lors du repas en plein air avec grillade de la fête nationale de l'été dernier. Le bras de David autour de Sophie, les 2 enfants faisant des grimaces à l'appareil photo. Tout le monde riant de quelque chose que Jacques avait dit. Il avait pris la photo, se tenant là, faisant partie du cercle familial lorsque tout était encore normal, avant Noël, avant la dispute, avant l'appel téléphonique qui les avait envoyés sous la glace. Jacques suivit le visage de Thomas Dupousse. 8 ans, un sourire édenté, tenant une baguette d'étincelles qui captait le flash de l'appareil comme une petite étoile. À 6 heures du matin, il roulait vers le lac de Vassivière. Les routes étaient dégagées, la lumière du matin transformant le paysage enneigé en quelque chose qui aurait pu être beau si l'estomac de Jacques n'était pas noué. Il passa le croisement où David aurait dû rester sur la route nationale 89, où un choix différent aurait sauvé 4 vies. Au lieu de cela, David avait suivi le conseil de son frère cadet, pris la route pittoresque.
Le lac reposait dans une vallée entre de basses collines, entourée de sapins qui semblaient noirs contre le ciel gris. Jacques pouvait voir l'opération de récupération à un quart de kilomètre. Des camions, des remorques, des hommes en combinaison orange vif se déplaçant sur la glace comme des fourmis sur une assiette. Il se gara derrière une voiture de la gendarmerie nationale et marcha vers la lisière des arbres. Le froid mordait à travers son manteau, mais il le sentait à peine. Son corps tout entier était engourdi, déconnecté, comme s'il regardait quelqu'un d'autre marcher vers l'endroit où sa famille était morte. L'inspectrice Lefebvre le rejoignit au bord de la clairière. Elle semblait plus âgée. 10 ans avaient creusé des rides autour de ses yeux et grisé ses cheveux noirs, mais elle avait toujours ce regard direct qui mettait Jacques mal à l'aise en 2007. Jacques. Elle ne tendit pas la main, se contentant d'étudier son visage avec des yeux de gendarme qui ne rataient rien. « Vous êtes sûr de vouloir être ici ? » « J'y suis tous les jours depuis 10 ans, dit Jacques. « Je ne l'ai juste jamais vu. » Lefebvre hocha la tête vers le lac. « Nous avons commencé à installer l'équipement à l'aube, des équipes de plongée de Brive-la-Gaillarde. Ils sont spécialisés dans la récupération en eau froide. » Jacques les voyait maintenant, des hommes en combinaisons épaisses travaillant autour d'un trou découpé dans la glace. Une équipe de soutien attendait avec des cordes et du matériel de surveillance. Quelle profondeur ? Environ 4 mètres. Le véhicule est juste au bord du dénivelé où le lac devient profond. Lefebvre lui tendit une paire de jumelles. Regardez. Jacques ajusta les lentilles sur le site de plongée. À travers la glace cristalline, il pouvait le voir. Le toit bleu-vert de la voiture 4x4 de David, exactement là où Denis Lemoine l'avait repéré. La vision le frappa comme un coup au thorax. Réel, indéniable. La voiture de son frère reposait au fond du lac comme si elle y avait été garée. « Mon Dieu » murmura-t-il. « La glace a tout préservé » dit Lefebvre doucement. « On dirait qu'ils y sont entrés hier. » Jacques baissa les jumelles. Ses mains tremblaient. « Inspectrice, il faut que je vous dise quelque chose sur pourquoi ils étaient sur cette route. » Lefebvre se tourna pour le regarder. « Je vous écoute. » David m'a appelé ce matin-là, m'a demandé comment étaient les conditions routières. Je lui ai dit de prendre la route du lac. Vous me l'avez dit il y a 10 ans, mais vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous l'aviez recommandé. La voix de Jacques n'était qu'un murmure. Je n'avais jamais pris cet itinéraire. Je n'étais jamais allé à ce lac. Je l'ai dit parce que quelqu'un en avait parlé une fois. Je ne me souviens même plus qui. Lefebvre fronça les sourcils. Quelqu'un vous a parlé de la route du lac ? Au travail, peut-être ? Ou dans un café ? Honnêtement, je ne sais pas. Je buvais beaucoup à l'époque, après la mort de papa. David a appelé tôt. J'avais la gueule de bois et j'ai juste répété quelque chose que j'avais entendu. Jacques sentit les mots déborder. 10 ans de culpabilité enfin exprimés à voix haute. Je les ai envoyés ici sans rien savoir. Juste une conversation banale dont je ne me souviens même pas. Lefebvre resta silencieux un moment, observant l'équipe de plongée travailler. Jacques, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit en 2007 ? Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que si vous saviez à quel point j'avais été négligent, vous me blâmeriez comme je me blâme moi-même. Vous vous blâmez encore ? Jacques regarda le lac, le trou dans la glace où la famille de son frère attendait. Tous les jours. Un cri de l'équipe de plongée les interrompit. L'un des plongeurs avait refait surface, faisait signe vers la rive. Lefebvre sortit sa radio. Quel est le statut ? On a une vue sur l'intérieur du véhicule, répondit une voix grésillante. Les 4 occupants semblent présents. Les jambes de Jacques faillirent lâcher. Il savait intellectuellement qu'ils étaient là-dessous, mais l'entendre confirmait. Des signes de traumatisme, demanda Lefebvre. Difficile à dire sous cet angle. Il faut remonter le véhicule pour un examen approfondi. Lefebvre regarda Jacques. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette partie. Si, je dois.
La récupération prit 3 heures. Jacques se tenait à la lisière des arbres, jumelle en main, observant les plongeurs fixer des câbles au châssis de la voiture. La grue portative s'éveilla dans un gémissement, les câbles disparaissant dans la machinerie. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. Puis, lentement, l'eau dans le trou de plongée commença à bouillonner. Jacques retint son souffle. Le toit de la voiture émergea en premier. Du métal bleu-vert ruisselant d'eau. Le porte-ski toujours fixé, exactement comme David l'avait chargé ce matin de février. À mesure que la voiture s'élevait, Jacques pouvait voir à travers les vitres. 4 silhouettes encore dans leur siège, parfaitement préservées par l'eau froide. « Mon Dieu !» murmura Jacques. La voiture oscillait doucement alors que la grue la sortait complètement de l'eau. De la glace tombait du châssis, se brisant sur la surface du lac en dessous. Dans la lumière de l'après-midi, Jacques pouvait tout voir à travers les jumelles. David au volant, la tête penchée en avant comme s'il dormait. Sophie à la place du passager, son manteau d'hiver toujours bien fermé. Et sur les sièges arrière, Camille et Thomas côte à côte, paraissant plus petits que dans le souvenir de Jacques. « Ils sont tous là, dit-il, la voix brisée. Ils sont tous là. » La main de Lefebvre toucha son épaule. « Jacques, il y a autre chose. » Elle le conduisit plus près du site de récupération. De près, la préservation était remarquable. L'eau froide avait arrêté le temps exactement comme il était il y a 10 ans. Mais quelque chose clochait. « Regardez les vitres, dit Lefebvre. » Jacques regarda. La vitre côté conducteur était entr'ouverte d'environ 8 cm. Celle du passager aussi. Ils ont essayé de sortir, dit Lefebvre doucement, après que la voiture est entrée dans l'eau. Jacques se sentit mal. Ils étaient vivants. Quelques minutes, peut-être assez longtemps pour réaliser ce qui se passait. Lefebvre désigna autre chose. Des griffures à l'intérieur de la portière conducteur. Des marques d'ongles dans le tissu. Votre frère s'est battu pour sortir, mais la pression de l'eau, le choc du froid, la panique. Elle secoua la tête. Dans une eau aussi froide, ils ont probablement eu 2, peut-être 3 minutes avant l'hypothermie. Jacques fixa les griffures, les preuves des derniers instants de son frère. David, essayant désespérément de sauver sa famille, tentant de défaire l'erreur d'avoir suivi le conseil de son frère. Il y a autre chose, dit Lefebvre. Elle contourna le véhicule jusqu'à l'arrière. Regardez ça. La vitre arrière présentait un motif de fissure en toile d'araignée, mais ce n'était pas un dommage d'impact. C'est de l'intérieur, dit Lefebvre. Quelqu'un a frappé avec quelque chose de lourd, essayant de briser la vitre. Jacques pouvait l'imaginer. David ou Sophie, peut-être les deux, frappant frénétiquement pour sortir de la voiture qui coulait pendant que leurs enfants regardaient, terrifiés. Inspectrice, dit Jacques, la voix rauque. Comment une voiture finit-elle au milieu d'un lac? Il n'y a pas de route qui mène ici, pas de rampe de mise à l'eau. Lefebvre se posait la même question. La glace. Ils ont dû rouler sur la surface gelée. En février, la glace était-elle assez épaisse? C'est ce qu'il faut découvrir. Lefebvre conduisit Jacques vers un ordinateur portable de la station météo installé par un technicien. Données historiques pour février 2007. Regardez ça, dit-elle, désignant les relevés de température. Le 8 février était anormalement chaud. Maximum diurne de 3 degrés Celsius, au-dessus du point de congélation, non? Et il y avait eu une période de redoux la semaine précédente. La glace était probablement fragilisée. Jacques étudia les données. Donc, ils ont roulé sur le lac en pensant que c'était sûr, et la glace a cédé. C'est la théorie. Mais Lefebvre passa à un autre écran. Regardez ces données de vent. Le 8 février montrait des vents soutenus de 24 à 32 km/h, avec des rafales à 48. Dans un blizzard avec ces vents, la visibilité aurait été presque nulle, dit Lefebvre. Pourquoi votre frère aurait-il roulé sur un lac gelé dans ces conditions?
Jacques sentit un froid qui n'avait rien à voir avec l'air de février. Il ne l'aurait pas fait. David était prudent, paranoïaque à propos de la glace, de la conduite en hiver. Alors pourquoi était-il là? Jacques fixa la voiture 4x4, la famille de son frère préservée dans leurs derniers instants. La question que posait Lefebvre était celle qui le hantait depuis 10 ans. Pourquoi David avait-il pris la route du lac? Et pourquoi, arrivé au lac, avait-il roulé sur la glace au lieu de faire demi-tour? Inspectrice, dit Jacques lentement. Et s'ils étaient poursuivis? L'inspectrice Lefebvre et Jacques passèrent l'heure suivante à parcourir la rive, cherchant des indices sur la manière dont la famille de David s'était retrouvée sur la glace. La route d'accès au lac de Vassivière n'avait que 2 voies, serpentant à travers une dense forêt de sapins avant de s'ouvrir sur une petite clairière avec une rampe de mise à l'eau. En été, ce serait un lieu prisé pour la pêche. En février, c'était désert. C'est ici qu'ils auraient vu le lac pour la première fois, dit Lefebvre, debout à la lisière des arbres. Jacques essaya de l'imaginer. David au volant, Sophie vérifiant la carte, Camille et Thomas se disputant à l'arrière à propos de quelque chose de futile. Une famille normale en voyage normal, suivant les indications de leur oncle. La glace aurait semblé solide d'ici, dit Jacques. Surtout avec la couverture de neige. Lefebvre hocha la tête. Mais regardez la rive. Elle désigna des traces de pneus dans la neige, paraissantes, mais pas vieilles de 10 ans non plus. Plusieurs jeux de traces allant et venant de la zone de mise à l'eau. Quelqu'un utilise cette route régulièrement, dit-elle. Ils suivirent les traces vers le lac. Près du bord de l'eau, les traces menaient sur la glace elle-même, ou ce qui avait été de la glace il y a 10 ans. Jacques, regardez ça. Lefebvre s'agenouilla près d'un poteau en bois enfoncé dans le sol gelé. Il était usé, vieux, mais encore debout. Un panneau métallique y était vissé. La peinture était décolorée, mais encore lisible. Danger, glace fine. Aucun véhicule au-delà de ce point. Ce panneau était là en 2007, dit Jacques, lisant la date d'installation estampillée en petits caractères au bas. Donc, votre frère l'aurait vu. Jacques se sentit mal. David n'aurait jamais ignoré un tel avertissement. Il était prudent, responsable. Le genre de conducteur qui vérifiait les prévisions météo 2 fois avant tout voyage d'hiver. Inspectrice, David n'aurait jamais roulé au-delà de ce panneau, pas volontairement. Lefebvre étudia le poteau, les traces de pneus, la configuration de la rive. Alors, quelqu'un l'Y a forcé. Ils marchèrent plus loin le long du bord de la glace, suivant les anciennes traces de pneus. À environ 50 mètres de la rampe de mise à l'eau, Lefebvre s'arrêta. Jacques, regardez ça. Dans la neige près du lac, partiellement cachée par 10 ans d'accumulation et de fonte, se trouvait une pièce de métal. Lefebvre écarta la neige avec sa main gantée. C'était une plaque d'immatriculation. Une plaque française, mais pas celle de la voiture de David. Les numéros étaient corrodés, mais encore visibles. XYZ-847. Vérifiez la plaque, dit Jacques. Lefebvre était déjà sur sa radio, la transmettant à la base de données de la gendarmerie nationale. La réponse revint en quelques minutes. Immatriculé à une camionnette Peugeot 2005. Propriétaire, Henri Marchand. Jacques sentit le nom le frapper comme un coup physique. Henri Marchand. Vous le connaissez? Il travaillait à la SNCF quand j'y étais. Coordinateur de fret. Il connaissait toujours les routes secondaires. L'esprit de Jacques s'emballa. Henri Marchand. Le type discret avec une casquette qui avait toujours des conseils sur les raccourcis et les routes pittoresques. Inspectrice, c'est Henri qui m'a parlé de la route du lac. Vous êtes sûr? Je m'en souviens maintenant. C'était dans la salle de pause, peut-être une semaine avant que David appelle. Henri a dit que la route du lac de Vassivière était plus rapide que la nationale. Qu'elle était plus jolie. Qu'elle économisait 20 minutes pour aller à Limoges. Lefebvre regarda la plaque d'immatriculation, puis le panneau d'avertissement. Donc,
Marchand vous a donné de fausses informations sur l'itinéraire. Et il était ici la nuit où la famille de votre frère a disparu. Mais pourquoi? Avant que Lefebvre ne puisse répondre, sa radio grésilla. Inspectrice Lefebvre, ici l'agent Michel Dupont sur le site de récupération. Vous devez revenir ici. Nous avons trouvé quelque chose dans le véhicule. Ils se hâtèrent de retourner au site de plongée. La voiture 4x4 bleu vert reposait maintenant sur une remorque à plateau, de l'eau goûtant encore du châssis. Les techniciens de la scène de crime documentaient tout soigneusement avant d'ouvrir les portières. L'agent Michel Dupont les rejoignit à la remorque. Il tenait un sac de preuves contenant quelque chose de petit. Trouvé coincé sous le siège du conducteur, dit-il. À travers le plastique, Jacques pouvait voir un téléphone portable. Un vieux modèle, celui qu'on utilisait en 2007. Ce n'est pas le téléphone de David, dit Jacques. Le sien n'a jamais été retrouvé. Lefebvre prit le sac, examina le téléphone à travers le plastique. C'est un téléphone prépayé, intraçable. Pourquoi mon frère aurait-il un téléphone prépayé? Il n'en avait pas, dit Lefebvre d'un ton grave. Quelqu'un d'autre l'a mis dans la voiture. Elle regarda l'écran du téléphone, encore visible à travers le sac de preuves. Le dernier appel dans le journal indiquait un eurodatage. 8 février 2007, 15h42. C'est à peu près l'heure où la famille de votre frère aurait atteint le lac, dit Lefebvre. À qui téléphonait-il? La radio de Lefebvre grésilla à nouveau. Cette fois, c'était le technicien de la scène de crime travaillant sur l'intérieur de la voiture. Inspectrice, vous devez voir ça. Nous avons trouvé autre chose. Ils s'approchèrent prudemment du véhicule. Le technicien avait ouvert la portière conducteur et désigné quelque chose au sol. Des colliers en plastique, dit le technicien, coupés, comme si quelqu'un avait eu les mains attachées et ensuite libérées. Jacques fixa les attaches en plastique. Ils ont été enlevés. On dirait. Quelqu'un a emmené la famille de votre frère ici, les a forcés à rouler sur la glace. Lefebvre contourna le côté passager, jeta un coup d'œil par la vitre. Et ensuite? Les laisser rouler dans le lac? Non, dit Jacques, une compréhension horrible l'envahissant. Ils ont forcé David à rouler sur la glace. Ils ont probablement menacé sa famille avec une arme, lui ont dit de continuer à conduire ou ils tireraient sur Sophie et les enfants. L'image devenait claire, horrible, indéniable. David, désespéré de sauver sa famille, suivant les ordres de quelqu'un qui savait que la glace était trop fine pour supporter le poids de la voiture 4x4. C'était une exécution, dit Jacques, déguisé en accident. Le téléphone de Lefebvre sonna. Elle répondit, écouta un moment, puis son visage blêmit. C'était le labo, dit-elle après avoir raccroché. Ils ont analysé les empreintes sur ce téléphone prépayé. Et Henri Marchand, ces empreintes sont partout dessus. Jacques sentit la rage monter dans sa poitrine. 10 ans de culpabilité. 10 ans à croire qu'il avait tué sa famille avec un conseil imprudent, alors que la vérité était que quelqu'un l'avait manipulé. Quelqu'un lui avait donné de fausses informations exprès pour qu'il les transmette à David. Où est-il? Demanda Jacques. Où est Henri Marchand? Lefebvre était déjà sur son téléphone, cherchant les informations d'adresse actuelle. Selon les registres du contrôle technique, il vit à environ 30 km d'ici. Une adresse rurale. Allons-y, Jacques, c'est une affaire de gendarmerie maintenant. Vous ne pouvez pas. Il m'a utilisé pour tuer ma famille, dit Jacques, la voix aussi froide que l'air de février. Je vais lui demander pourquoi. Lefebvre étudia le visage de Jacques. Vit la détermination là-dedans. Le même regard que David avait probablement eu ce dernier jour lorsqu'il avait décidé de faire ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. On y va ensemble, dit-elle enfin. Et on fait ça dans les règles. Jacques hocha la tête, mais en privé, il faisait une autre promesse. Henri Marchand avait passé 10 ans à penser qu'il s'en était tiré avec un meurtre. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. Au loin,
le soleil de l'après-midi se couchait derrière les collines, projetant de longues ombres sur le lac de Vassivière. Le même soleil qui se couchait il y a 10 ans lorsque la famille de David avait pris son dernier souffle. Mais maintenant, enfin, quelqu'un allait devoir répondre de cela. Jacques jeta un dernier regard à la voiture 4x4 bleu-vert sur sa remorque, aux preuves des derniers instants de son frère. « Je suis désolé, David, murmura-t-il. J'aurais dû comprendre plus tôt. Mais peut-être, pensa Jacques en marchant vers la voiture de Lefebvre, peut-être allait-il enfin réparer les choses. La maison d'Henri Marchand se trouvait au bout d'un chemin de gravier, 30 km de lacet à travers une forêt dense qui nouait l'estomac de Jacques à chaque virage. Le genre d'endroit isolé où un homme pouvait faire ce qu'il voulait sans que les voisins posent de questions. L'inspectrice Lefebvre conduisait en silence, son arme de service visible dans son étui, la radio réglée à un volume bas mais active. Jacques était assis à la place du passager, les mains serrées sur ses genoux, essayant de digérer 10 ans de culpabilité mal dirigée. Henri l'avait manipulé, lui avait donné de fausses informations sur la route du lac, sachant que Jacques les transmettrait à David lorsqu'on lui demanderait. C'était un meurtre prémédité, calculé, déguisé en conseil amical entre collègues. « Ça va ?» demanda Lefebvre, lui jetant un coup d'œil. « Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où je me suis blâmé, » dit Jacques. « Toutes les nuits où je restais dans ma cabane à boire du vin rouge, convaincu que je les avais tués avec un conseil stupide. Vous ne pouviez pas savoir. » « Vraiment ? » J'ai recommandé un itinéraire que je n'avais jamais pris, basé sur des informations d'un type que je connaissais à peine. C'était déjà assez négligent. Lefebvre ralentit la voiture de patrouille alors qu'ils approchaient d'une boîte aux lettres rouillées marquée H. Marchand. L'allée était une paire d'ornières disparaissant dans les arbres. « Jacques, quand nous serons là-dedans, laissez-moi parler. C'est une enquête pour homicide maintenant, et tout doit être recevable au tribunal. » Jacques hocha la tête, mais sa mâchoire était crispée. Il avait passé 10 ans à vouloir s'excuser auprès de quelqu'un pour la mort de son frère. Maintenant, il avait quelqu'un à qui s'excuser, et des excuses n'étaient pas ce qu'il voulait offrir. La maison était petite, usée, entourée de bric-à-brac accumulés par quelqu'un qui ne jetait jamais rien. De vieilles camionnettes, des remorques de bateaux, des piles d'équipements sous des bâches, le genre d'endroit qui criait « Laissez-moi tranquille ». Lefebvre se gara à côté d'une camionnette Peugeot plus récente, une de 2015 avec la plaque XYZ-948. Assez proche de la plaque trouvée au lac pour appartenir à la même personne. « Il est chez lui », dit-elle. Ils s'approchèrent de la porte d'entrée ensemble. Lefebvre garda la main près de son arme, mais sans la toucher. Une prudence professionnelle, pas de la paranoïa. Jacques entendait des mouvements à l'intérieur de la maison. Des pas, le son d'une télévision qu'on éteignait. Quelqu'un les observait à travers la fenêtre. Lefebvre frappa. « Monsieur Marchand, Gendarmerie nationale. Nous souhaitons vous parler. » La porte s'ouvrit après un long moment. Henri Marchand se tenait dans l'embrasure, plus vieux et plus grisonnant que dans le souvenir de Jacques, mais avec les mêmes yeux perçants. Il portait une chemise en flanelle et un jean, des bottes de travail usées. Son regard passa de Lefebvre à Jacques, et quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance, puis du calcul. « Jacques Dubois », dit Henri. Sa voix était exactement la même, calme, contrôlée, ne révélant rien. « J'ai entendu à la radio qu'ils ont retrouvé la voiture de ton frère. »« Monsieur Marchand », dit Lefebvre, montrant son insigne. « Je suis l'inspectrice Lefebvre. Nous enquêtons sur la mort de la famille Moreau. Nous avons quelques questions à vous poser. » Henri recula de la porte. « Entrez, je suppose, bien que je ne vois pas en quoi je peux aider. » C'était il y a 10 ans. L'intérieur de la maison était propre mais spartiate. Des meubles usés par des décennies d'utilisation. Des murs couverts de photos de chasse et de pêche. Le genre d'endroit où vivait un homme qui voulait qu'on l'oublie. « Vous travailliez avec Jacques à la SNCF en 2007, » dit Lefebvre, s'installant dans un fauteuil face à Henri. « C'est exact, coordination de fret. »
Jacques était dans l'équipe de maintenance. Lefebvre sortit un carnet. Vous et Jacques avez-vous déjà discuté de routes, de chemins secondaires, de raccourcis, ce genre de choses? Les yeux d'Henri se posèrent sur Jacques, puis revinrent à Lefebvre. Bien sûr, les gars parlaient tout le temps de route. Les quarts sont longs. On parle de tout et de rien. Vous souvenez-vous d'avoir parlé à Jacques de la route du lac de Vassivière? Une pause. Trop longue. Peut-être. Je connaissais beaucoup de routes à l'époque. Jacques ne put plus se taire. Tu m'as dit qu'elle était plus rapide que la nationale. Tu as dit qu'elle économisait 20 minutes pour aller à Limoges. Henri le regarda avec des yeux plats, sans émotion. Vraiment? Difficile de se souvenir d'une conversation banale d'il y a 10 ans. Ce n'était pas banal, dit Jacques, la voix montant. Tu as insisté là-dessus. Tu as dit que la route du lac était plus jolie, plus rapide. Jacques, avertit Lefebvre. Mais Henri souriait maintenant, une expression froide qui n'atteignait jamais ses yeux. Ton frère a fait ses propres choix, Jacques. Personne ne l'a forcé à rouler sur cette glace, n'est-ce pas? Lefebvre sortit un sac de preuves contenant le téléphone prépayé. Nous avons trouvé ceci dans la voiture 4x4 de David Moreau. Vos empreintes sont partout dessus. Le sourire disparut du visage d'Henri. Je n'ai jamais vu ce téléphone avant. Vos empreintes disent le contraire. Ce téléphone a passé un appel à 15h42 le 8 février 2007, à peu près au moment où la famille Moreau est arrivée au lac de Vassivière. Henri resta silencieux un long moment, fixant le sac de preuves. Vous voulez me parler de cet appel? Demanda Lefebvre. Je veux appeler mon avocat. C'est votre droit. Mais monsieur Marchand, nous avons aussi trouvé votre plaque d'immatriculation au lac, XYZ-847. Vous voulez expliquer comment elle s'est retrouvée là? Henri se leva de son fauteuil. Je pense que cette conversation est terminée. Asseyez-vous, dit Lefebvre, la main se déplaçant vers son arme. Nous n'avons pas fini. Mais Jacques était déjà en mouvement. 10 ans de rage, 10 ans de culpabilité, 10 ans à croire qu'il avait tué la famille de son frère. Tout cela concentré sur l'homme debout face à lui. Tu m'as utilisé, dit Jacques, s'avançant vers Henri. Tu m'as menti pour que je les envoie à la mort. Jacques, reculez, avertit Lefebvre. La main d'Henri se dirigea vers un tiroir du comptoir de la cuisine. Lefebvre le vit aussi. Ne faites pas ça, dit-elle, dégainant son arme. Main visible. Mais Henri sortait déjà quelque chose du tiroir. Pas une arme, mais un dossier en papier kraft. Il le lança sur la table de la cuisine. Vous voulez savoir pourquoi, dit-il. Regardez ça. Lefebvre s'approcha prudemment, gardant son arme pointée sur Henri. Elle ouvrit le dossier d'une main. À l'intérieur, des dizaines de photographies, toutes montrant la même chose. Des camionnettes déversant des barils dans le lac de Vassivière. Des déchets industriels, des conteneurs chimiques, le genre de déversement illégal qui empoisonne la nature pendant des générations. Élimination de déchets dangereux, dit Henri. 50 000 € par chargement. Je gagnais plus en un mois que la SNCF ne me payait en un an. Jacques fixa les photos. Tu empoisonnais le lac. Je rendais un service. Des entreprises à Brive-la-Gaillarde, Limoges, même Lyon. Elles avaient toutes des déchets qu'elles ne pouvaient pas éliminer légalement. Je faisais disparaître leurs problèmes. Lefebvre feuilleta les photos. Depuis combien de temps? 3 ans. Ça aurait duré plus longtemps, mais ton frère a voulu jouer les héros. Jacques sentit les pièces s'assembler. David t'a vu déverser. Le 7 février. Je faisais une livraison tardive. Je pensais que le lac était désert, mais ton frère était là, garé à la lisière des arbres avec son appareil photo sophistiqué, prenant des clichés de mon opération. La voix d'Henri était factuelle, comme s'il décrivait une transaction commerciale. J'ai essayé de raisonner avec lui, je lui ai proposé de l'argent pour oublier ce qu'il avait vu.
Mais David s'est mis en mode justicier, a dit qu'il allait signaler ça à l'ONEMA. Alors, tu l'as tué, dit Jacques. J'ai défendu mes intérêts commerciaux. Tout simplement. Lefebvre était déjà sur sa radio, appelant des renforts, mais Jacques n'écoutait plus les procédures. Comment, demanda-t-il. Comment as-tu fait? Henri afficha ce sourire froid à nouveau. Facile. Je savais que David t'appellerait pour des conseils de route. Tu étais toujours le petit frère qui connaissait les raccourcis. Alors, j'ai planté l'idée de la route du lac des semaines à l'avance. Je me suis assuré que tu la recommanderais quand il demanderait. Et puis, j'ai attendu au lac. Quand la famille de David est arrivée, je leur ai dit qu'ils étaient en état d'arrestation pour intrusion sur un site d'enquête fédérale, je leur ai montré de faux insignes fédéraux, je leur ai attaché les mains avec des colliers en plastique, je les ai remis dans leur voiture. La vision de Jacques devint rouge. Tu as forcé David à rouler sur la glace. Je lui ai dit de traverser le lac tout droit où je tirerais sur sa femme et ses enfants. La glace était déjà fragilisée par le temps doux. Je savais qu'elle ne supporterait pas le poids d'une voiture 4x4. Henri haussa les épaules. David avait le choix. Il aurait pu refuser. Me laisser abattre sa famille rapidement. Au lieu de ça, il a choisi d'espérer que la glace tiendrait. Mauvais jugement. Jacques bondit à travers la pièce. Il percuta Henri avant que Lefebvre ne puisse l'arrêter. Les deux hommes s'écrasèrent contre le comptoir de la cuisine. « Jacques! Arrêtez !» cria Lefebvre. Mais Jacques était au-delà de l'écoute. 10 ans de culpabilité, 10 ans de chagrin, tout cela concentré sur l'homme qu'il avait manipulé pour assassiner sa famille. Ses mains trouvèrent la gorge d'Henri. Il serra, les yeux d'Henri s'écarquillèrent, puis devinrent calculateurs. Même avec les mains de Jacques autour de son cou, l'homme semblait résoudre un problème. Lefebvre attrapa les épaules de Jacques, tenta de le tirer en arrière. Il n'en vaut pas la peine, Jacques. Laissez les tribunaux s'en charger. Jacques serra plus fort. Le visage d'Henri devenait violet. Puis Henri murmura quelque chose qui figea Jacques. Ils ne sont pas tous morts. Les mains de Jacques se relâchèrent autour de la gorge d'Henri. Qu'est-ce que tu as dit? Henri haleta, frottant son cou où les marques de doigts commençaient à noircir. Mais ses yeux gardaient ce même calcul froid. J'ai dit qu'ils ne sont pas tous morts. L'inspectrice Lefebvre avait maintenant son arme pointée sur eux deux. Jacques, reculez maintenant. Mais Jacques ne pouvait pas bouger. Les mots résonnaient dans sa tête comme un coup physique. C'est impossible. Nous avons vu les corps, tous les quatre. Henri ajusta sa chemise, ce terrible sourire revenant. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir, mais avez-vous bien compté? Avez-vous vraiment regardé? Lefebvre s'avança, l'arme toujours dégainée. Expliquez maintenant. Henri marcha jusqu'à la fenêtre de la cuisine, fixa la forêt au-delà de sa propriété. Votre frère était un problème, mais sa femme et ses enfants, ils étaient un levier. Un levier pourquoi? David a vu mon opération, a commencé à prendre des photos. Je ne pouvais pas le laisser le signaler. Mais tuer toute une famille, ça attire l'attention. Une enquête fédérale, une couverture médiatique, le genre de pression qui ferme des affaires lucratives. Jacques se sentit mal. Donc, tu les as gardés en vie. J'ai gardé la femme et le garçon en vie. La fille, elle a essayé de s'enfuir la première nuit. Elle faisait trop de bruit. La poitrine de Jacques se serra. Camille, 17 ans, probablement terrifiée, essayant de s'échapper. Tu l'as tuée. Henri haussa les épaules. Elle a fait son choix. La radio de Lefebvre grésilla. Les renforts étaient encore à 10 minutes, mais Jacques ne pouvait pas attendre 10 minutes. Pas même 10 secondes. Où sont-ils? Demanda-t-il. Où sont Sophie et Thomas? En sécurité, nourris, au chaud. Le sourire d'Henri s'élargit. Pour l'instant. Où?
Ça dépend de vous, Jacques. Voyez-vous, j'ai suivi les nouvelles, cette enquête qui se déroule, et je réalise que j'ai une opportunité ici. Lefebvre s'avança. Quel genre d'opportunité? Le genre où tout le monde obtient ce qu'il veut. Je vous dis où sont la femme et le garçon, et vous abandonnez l'enquête sur les déversements illégaux. Jacques le fixa. Tu veux négocier? Je veux continuer mes opérations commerciales sans interférence. Sophie et Thomas sont ma police d'assurance. Ils sont prisonniers depuis 10 ans, dit Lefebvre. Enlèvement, séquestration illégale. Ils sont des invités, corrigea Henri. Des invités bien traités qui comprennent les conséquences d'essayer de partir. L'esprit de Jacques vacillait. Sophie vivante. Thomas vivant. Après 10 ans à croire qu'ils étaient morts, à porter leur mort comme son fardeau. Prouve-le, dit-il. Henri marcha vers un autre tiroir, sortit un appareil photo numérique, alluma l'écran. La première photo montrait une petite cabane dans une forêt dense, simple mais propre, avec un poêle à bois et des meubles rudimentaires. La deuxième photo montrait une femme assise à une table de cuisine, plus âgée, plus maigre, mais indéniablement Sophie. Ses cheveux blonds étaient striés de gris maintenant, son visage marqué par une décennie de captivité, mais vivante. La troisième photo montrait un adolescent en train de fendre du bois dehors, grand, mince, avec les cheveux noirs de David et sa mâchoire obstinée. Thomas, 18 ans maintenant, grandit en captivité. Mon Dieu, murmura Jacques. Photo récente, dit Henri. Prise la semaine dernière. Ils sont en bonne santé, nourris, satisfaits de leur situation. Satisfaits, la voix de Jacques se brisa. Ce sont des prisonniers. Ce sont des survivants, et ils continueront à survivre tant que certains accords sont maintenus. L'arme de Lefebvre ne vacilla pas, où est la cabane? À environ 30 kilomètres d'ici, isolés, hors réseau. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, sauf la liberté. L'expression d'Henri ne changea pas, la liberté est surévaluée. Ils ont la sécurité, la sûreté, un but, plus que la plupart des gens. Jacques étudia les photos sur l'écran de l'appareil. Sophie semblait plus âgée, usée, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la défaite, de la détermination. Elle a planifié, dit Jacques. Quoi? Sophie, regardez ses yeux. Elle a planifié quelque chose. Henri jeta un coup d'œil à l'appareil, fronça les sourcils. Planifier quoi? Une évasion. Elle attendait juste le bon moment. C'est impossible. La cabane est à 25 kilomètres de la route la plus proche. Une forêt dense. Aucun repère. Même s'ils sortaient, ils mourraient d'hypothermie avant que quelqu'un ne les trouve. Mais Jacques connaissait Sophie, savait à quel point elle pouvait être têtue, protectrice envers ses enfants. Si Thomas était vivant, elle s'était battue pour le sauver pendant 10 ans. Inspectrice Lefebvre, dit Jacques. Il faut aller à cette cabane maintenant. Pas avant d'avoir des renforts. Un bruit l'interrompit, lointain mais immistacable. Le craquement d'un coup de feu résonnant dans la forêt. Le visage d'Henri blêmit. Ça venait de la direction de la cabane. D'autres coups de feu, puis le silence. Quelqu'un est à la cabane, dit Lefebvre. Henri se dirigeait déjà vers la porte. S'il leur arrive quelque chose, vous n'obtenez rien. Pas de preuves, pas de témoins, pas de dossier. Jacques attrapa le bras d'Henri. Qui d'autre sait pour la cabane? Personne, juste moi. Alors, qui tire? La réponse d'Henri fut noyée par le bruit d'une explosion, lointaine mais assez puissante pour faire trembler les vitres de la maison. La cabane, dit Henri, la voix creuse. Quelqu'un vient de faire exploser la cabane. Lefebvre était sur sa radio, appelant les équipes d'urgence, les pompiers, les ambulances, mais Jacques courait déjà vers la porte. Jacques attendait, mais il ne pouvait pas attendre. Sophie et Thomas avaient été vivants pendant 10 ans, prisonniers dans une cabane dont il ignorait l'existence. Et maintenant,
Quelqu'un essayait de les tuer. À moins que Jacques ne l'arrête à la camionnette d'Henri, il se retourna vers l'homme qui avait détruit sa famille. Qui d'autre était impliqué dans l'opération de déversement? Quoi? Tu n'as pas fait ça seul. Élimination de déchets dangereux. Crimes fédéraux. Tu avais des partenaires. Qui étaient-ils? Le silence d'Henri fut une réponse suffisante. Ils font le ménage, dit Jacques. Ils se débarrassent des témoins. Non, ils ne savent pas pour. Une autre explosion l'interrompit. Plus proche cette fois. Lefebvre attrapa le bras de Jacques. On part, tous, maintenant. Ils s'entassèrent dans la voiture de patrouille de Lefebvre. Jacques devant, Henri à l'arrière, les mains toujours attachées par des colliers en plastique. Lefebvre enclencha les sirènes et écrasa l'accélérateur sur le chemin forestier. « Comment va-t-on à la cabane » demanda-t-elle. « Chemin forestier de 1000 vaches, » dit Henri. « Environ 30 kilomètres, puis un sentier de randonnée. »« Peut-on conduire sur le sentier ?»« Pas avec une voiture de patrouille. »« Trop étroit. » Jacques regarda le compteur. Lefebvre faisait du 100 km/h sur un chemin de gravier. Les arbres défilaient par les fenêtres comme des piquets de clôture. Inspectrice, et si nous arrivons trop tard? Alors nous serons trop tard, mais il faut essayer. À l'arrière, Henri fixait par la fenêtre. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, il semblait sincèrement inquiet. Il n'était pas censé être blessé, dit-il doucement. L'accord était qu'il reste caché, silencieux, et tout le monde reste en vie. Quel accord? Demanda Lefebvre. Avec qui avez-vous passé un accord? Des gens qui m'ont payé pour faire disparaître des problèmes. Des gens qui n'aiment pas les détails gênants. Jacques sentit une boule de glace dans son estomac. Depuis combien de temps savent-ils pour Sophie et Thomas? Ils ne savaient pas. Je ne leur ai jamais dit que la famille avait survécu. Alors, comment l'ont-ils découvert? Henri croisa les yeux de Jacques dans le rétroviseur. Quelqu'un observait. Suivez l'enquête, ils l'ont probablement compris quand vous avez commencé à poser des questions. Jacques comprit. En cherchant la vérité sur la mort de David, il avait conduit des tueurs directement aux membres de la famille qui avaient survécu. Les gens qu'il avait passé 10 ans à essayer de sauver allaient mourir parce qu'il avait essayé de les sauver. Conduisez plus vite, dit Jacques. Lefebvre appuya sur l'accélérateur. La voiture de patrouille fila à travers la forêt comme une balle, luttant contre le temps et les pires craintes de Jacques. Derrière eux, de la fumée commençait à s'élever au-dessus de la cime des arbres. Le chemin forestier se terminait par une grille en acier fermée par une chaîne avec un panneau indiquant « Propriété privée, défense d'entrée ». Au-delà, un sentier de terre étroit disparaissait dans la forêt dense. Lefebvre coupa le moteur. Dans le silence soudain, il pouvait l'entendre, le crépitement des flammes quelque part devant. Le craquement occasionnel du bois qui brûlait. « À quelle distance est la cabane » demanda Lefebvre. « Peut-être 3 kilomètres, dit Henri depuis la banquette arrière, mais le sentier est difficile. 30 minutes à pied minimum. » Jacques était déjà hors de la voiture, étudiant la grille. La chaîne était vieille, mais solide. Il nous faut un coupe-boulon. J'ai mieux. Lefebvre ouvrit le coffre, sortit un pied de biche. Écartez-vous. Elle glissa le pied de biche entre les maillons de la chaîne et le poteau de la grille, appuyant de tout son poids. La chaîne céda avec un ping métallique. Ils s'engagèrent sur le sentier à pas rapides. Lefebvre en tête, l'arme dégainée. Jacques derrière elle, Henri fermant la marche, les mains toujours attachées. Le sentier était étroit, envahi par la végétation, le genre de chemin que les chasseurs utilisent pour accéder aux zones reculées. Les branches de sapin éraflaient leurs vestes, et le sol était traître avec des racines cachées et des pierres branlantes. Qui d'autre connaissait cet endroit, demanda Lefebvre en montant. Personne, dit Henri. Je l'ai construit moi-même, sans permis, sans inspection. Mais quelqu'un l'a trouvé. Quelqu'un a suivi l'enquête, a compris que Sophie et Thomas étaient encore vivants.
L'esprit de Jacques s'emballait. L'opération de déversement illégal, le meurtre de sa famille, la dissimulation de 10 ans, tout était lié à quelque chose de plus grand. Henri, quitte à payer pour déverser les déchets? Quelles entreprises différentes. Des cliniques médicales à Brive-la-Gaillarde, des opérations minières, des usines chimiques à Limoges. Des noms? Je ne me souviens pas de tous. C'était il y a 10 ans. Lefebvre s'arrêta de marcher, se retourna. Faites un effort. Henri respirait fort à cause de la montée. La sueur perlait sur son front malgré le froid de février. Compagnie médicale du Limousin était le plus gros client. Il payait cher pour une élimination spécialisée. Compagnie médicale du Limousin, répéta Jacques. L'entreprise de Vincent Leclerc. Vous connaissez Leclerc? On en a entendu parler. Quoi d'autre? Solutions minières de la Corrèze. Nettoyage industriel de Brive. Quelques petites entreprises. Henri s'arrêta, semblant vraiment inquiet pour la première fois. Mais Leclerc était l'argent derrière tout ça. Il coordonnait tout. Jacques sentit les pièces s'assembler. Donc, quand nous avons commencé à enquêter sur le lac, Leclerc a réalisé que toute son opération était en danger. Plus que ça, dit Lefebvre. Si Sophie et Thomas témoignent d'avoir été retenus prisonniers pendant 10 ans, ça relie Leclerc directement à l'enlèvement et au meurtre. Alors, il a décidé d'éliminer les témoins. Ils atteignirent une crête et purent voir de la fumée s'élever à travers les arbres devant. Une épaisse fumée noire qui parlait d'une structure en feu, pas seulement d'un incendie de forêt. On est proche, dit Henri. Lefebvre rappela des renforts, mais ils étaient encore à 20 minutes minimum. Elle regarda Jacques. On y va prudemment. Pas d'héroïsme. Mais en approchant de la clairière où se trouvait la cabane, Jacques vit qu'ils arrivaient trop tard pour la prudence. La cabane était entièrement en flammes. Le toit s'était déjà effondré, et les murs commençaient à s'écrouler. Tout ce qui était à l'intérieur était perdu. Sophie, cria Jacques, courant vers la structure en feu. Lefebvre attrapa son bras. Jacques, arrêtez. Le bâtiment n'est pas stable. Mais Jacques se libéra, contournant la cabane, cherchant le moindre signe de survivant. La chaleur était intense, la fumée étouffante, mais il devait savoir. Derrière la cabane, il trouva des traces de pneus dans la neige. Récentes, plusieurs véhicules. Lefebvre, par ici. Elle courut là où Jacques s'agenouillait près des traces. 2 jeux de traces de pneus s'éloignant de la cabane vers un autre sentier. Ils sont sortis, dit Jacques. Quelqu'un les a emmenés ou les a sauvés, dit Lefebvre. Henri les rejoignit, haletant. Il y a un autre sentier là-bas qui mène à une vieille route minière. Où mène la route minière? Elle rejoint finalement la route nationale 89, mais il y a une douzaine de routes secondaires, des campements abandonnés, de vieilles cabanes de chasse. Lefebvre était déjà sur sa radio, transmettant les descriptions des véhicules, demandant des barrages routiers. Mais Jacques savait que c'était probablement trop tard. Celui qui avait pris Sophie et Thomas avait une longueur d'avance et connaissait le terrain. Henri, dit Jacques, si Leclerc voulait éliminer des témoins, où les emmènerait-il? Je ne sais pas. Ce n'était jamais prévu dans le plan. Quel était le plan? Henri regarda la cabane en flammes, le visage sombre. Les garder cachés jusqu'à ce que le délai de prescription pour les accusations de déversement soit écoulé. Puis peut-être les relocaliser loin d'ici. Le délai de prescription est de 7 ans pour la plupart des crimes environnementaux fédéraux, dit Lefebvre. Ça a expiré il y a 3 ans. Alors, pourquoi les garder en vie après ça? Une assurance, dit Henri doucement. Tant qu'ils étaient vivants, j'avais un levier contre Leclerc. S'il essayait de m'exclure de l'opération. Jacques se sentit mal. Tu le faisais chanter. Je protégeais mes intérêts commerciaux en gardant ma belle-sœur et mon neveu prisonniers pendant 10 ans, en les gardant en vie alors que Leclerc les aurait fait tuer. Un nouveau bruit les interrompit.
Des rotors d'hélicoptères approchant rapidement du sud. Ce n'est pas le nôtre, dit Lefebvre, vérifiant sa radio. Nos renforts sont encore au sol. L'hélicoptère apparut au-dessus de la lisière des arbres, noir, non marqué, se déplaçant avec une précision militaire. Il survola la cabane en flammes une fois, puis atterrit dans la clairière. 2 hommes en tenue tactique en sortirent, armes dégainées. À terre, cria l'un d'eux, main visible. Lefebvre sortit son insigne, son arme de service baissée, mais prête. Gendarmerie nationale, identifiez-vous. Sécurité privée, répondit le chef d'équipe. Nous sommes ici pour sécuriser une scène de crime. La scène de crime de qui? Vincent Leclerc a un intérêt légal dans cette propriété. Jacques sentit la colère monter dans sa poitrine. Les hommes de Leclerc, ici pour nettoyer le désordre, pour s'assurer qu'aucune preuve ne survive qui pourrait relier leur patron à 10 ans d'enlèvement et de meurtre. Où sont les prisonniers? Cria Jacques. Le chef d'équipe semblait sincèrement confus. Quels prisonniers? Sophie et Thomas Moreau. Ils étaient retenus ici. Monsieur, on nous a dit que c'était une structure abandonnée utilisée pour des activités illégales. Aucune mention de prisonniers. Lefebvre s'avança, son insigne bien visible. Je suis l'inspectrice Claire Lefebvre, Gendarmerie nationale. C'est une enquête pour homicide en cours. Je vous ordonne de vous retirer. Le chef d'équipe parla dans sa radio, écouta une réponse que Jacques ne pouvait pas entendre. Inspectrice Lefebvre, nous avons l'ordre de sécuriser ce site jusqu'à l'arrivée des enquêteurs fédéraux. Quoi? Des enquêteurs fédéraux? ONEMA, Gendarmerie nationale. Apparemment, ce site a été utilisé pour des opérations de déversement illégal. Jacques comprit ce qui se passait. Leclerc utilisait des agences fédérales légitimes pour couvrir ses traces. L'enquête sur les crimes environnementaux se concentrerait sur le déversement, pas sur l'enlèvement. Toute preuve de l'emprisonnement de Sophie et Thomas serait enterrée sous la bureaucratie fédérale. Ils ne sont pas là pour aider, dit Jacques. Ils sont là pour s'assurer qu'on ne trouve pas Sophie et Thomas. La main de Lefebvre se posa sur son arme. Monsieur, je vous ordonne de quitter cette scène maintenant. Je crains de ne pas pouvoir faire ça, inspectrice. La confrontation s'étira pendant un long moment. 2 groupes armés, chacun pensant avoir l'autorité légale, chacun protégeant des intérêts différents. Puis Henri Marchand fit quelque chose d'inattendu. Il courut. Les mains toujours attachées derrière le dos, il sprinta vers la lisière des arbres, s'écrasant à travers les broussailles comme un homme courant pour sa vie. Arrêtez, cria Lefebvre. Mais l'un des membres de l'équipe tactique était déjà en mouvement, levant son arme. Le coup de feu résonna dans la forêt. Henri Marchand bascula en avant, heurta le sol, et resta immobile. Mon Dieu, souffla Lefebvre. Le chef d'équipe parla à nouveau dans sa radio. Cible neutralisée. Scène sécurisée. Jacques fixa le corps d'Henri, l'homme qui détenait la clé pour trouver Sophie et Thomas, la seule personne qui savait où Leclerc aurait pu les emmener. Maintenant, il était mort, et ils étaient de retour à chercher dans des milliers de kilomètres carrés de nature sauvage française pour 2 personnes qui pourraient déjà être mortes elles-mêmes. Inspectrice Lefebvre, dit le chef d'équipe, je vais devoir vous demander de quitter la zone. C'est maintenant une scène de crime fédéral. Mais Jacques n'écoutait plus les procédures. Sophie et Thomas étaient vivants. Ils l'étaient il y a 1 heure, et il n'allait pas les laisser disparaître à nouveau. Pas après 10 ans, jamais. Jacques n'attendit pas la réponse de Lefebvre aux agents fédéraux. Pendant qu'elle discutait de la juridiction et exigeait de voir des accréditations, il se glissa dans la lisière des arbres et commença à suivre les traces de pneus fraîches. Le sentier était facile à lire dans la neige. 2 véhicules, lourds, se déplaçant rapidement. Un jeu de traces était plus large, probablement une camionnette. L'autre semblait être une voiture 4x4 d'après l'espacement des roues. Jacques se déplaça rapidement mais silencieusement à travers la forêt, suivant les traces qui serpentaient entre les arbres. Derrière lui, il pouvait entendre des voix.
Lefebvre discutant toujours avec les hommes de Leclerc, exigeant qu'ils sécurisent le corps d'Henri comme preuve. Mais Jacques savait que ces hommes n'étaient pas là pour préserver les preuves. Ils étaient là pour les détruire. Les traces de pneus menaient à un sentier plus large, puis à un chemin de gravier qui rejoignait la route minière mentionnée par Henri. Ici, Jacques pouvait voir où les véhicules s'étaient arrêtés. Des empreintes de bottes dans la neige, des mégots de cigarettes, des signes d'une brève réunion. Puis les traces se séparaient. Un véhicule était parti vers le nord, vers la route nationale 89. L'autre s'était dirigé vers l'est, plus profondément dans la nature sauvage. Jacques s'agenouilla près des traces, essayant de lire l'histoire qu'elles racontaient. Le véhicule allant vers l'est semblait plus bas, ses pneus s'enfonçant plus profondément dans le gravier, portant plus de poids, transportant des passagers. Jacques sortit son téléphone, appela Lefebvre. « Où diable êtes-vous » répondit-elle. « Je suis les traces. » Elles se séparent à la route minière. Un véhicule est parti vers la nationale, l'autre vers l'est, dans l'arrière-pays. Jacques, revenez ici. Nous devons coordonner. Pas le temps. Sophie et Thomas sont dans le véhicule allant vers l'est. Je le sens. Vous ne pouvez pas suivre des hommes armés seuls. Attendez les renforts. Jacques regarda les traces disparaissant dans la nature sauvage. Chaque minute de retard était une minute de plus qui éloignait Sophie et Thomas du sauvetage. Inspectrice, ces agents fédéraux ne sont pas fédéraux. Ils travaillent pour Leclerc, et ils viennent de tuer le seul témoin qui pouvait nous mener à ma famille. Je sais. J'appelle la vraie gendarmerie nationale, mais d'ici à ce qu'ils règlent la juridiction et la paperasse, Sophie et Thomas seront morts. Jacques mit fin à l'appel, éteignit son téléphone. Il ne pouvait pas se permettre de distraction, et il ne pouvait pas risquer que les hommes de Leclerc traquent le signal. Le sentier vers l'est était vieux, probablement utilisé par des chasseurs et des équipes minières il y a des décennies. Il serpentait à travers une forêt dense, grimpant régulièrement vers les collines. Jacques avança à un petit trot régulier, suivant les traces de pneus, s'arrêtant occasionnellement pour écouter les bruits de moteur. Après 1 heure, il trouva où le véhicule s'était arrêté à nouveau. Cette fois, il y avait plus d'empreintes de bottes et autre chose. Des gouttes de sang dans la neige. Quelqu'un était blessé. Jacques examina les gouttes de sang, rouges vives contre la neige blanche. Le motif suggérait une blessure à la tête, des gouttes tombant en marchant. Les empreintes de bottes menaient loin des traces de pneus vers un groupe de bâtiments visibles à travers les arbres. Un ancien camp minier près de Meymac, probablement abandonné depuis des années. Jacques s'approcha prudemment, restant à l'abri des arbres. Le camp se composait de 3 bâtiments, une structure principale qui aurait pu être un dortoir, un bâtiment plus petit qui semblait être un entrepôt d'équipement, et ce qui ressemblait à une cabane de générateur. De la fumée s'élevait de la cheminée du bâtiment principal. Quelqu'un était à l'intérieur. Jacques contourna le camp, cherchant des gardes, des signes de combien de personnes étaient là. Il trouva un seul véhicule garé derrière l'entrepôt d'équipement, une voiture 4x4 noire avec des plaques couvertes de boue. Un seul véhicule, ce qui signifiait soit que l'autre était parti, soit que ce n'était pas là que Sophie et Thomas avaient été emmenés. Mais la trace de sang menait directement à la porte d'entrée du bâtiment principal. Jacques s'approcha discrètement, restant bas, utilisant l'entrepôt pour se couvrir. À travers une fenêtre crasseuse, il pouvait voir à l'intérieur du bâtiment principal. 2 hommes en tenue d'hiver près d'un poêle à bois. L'un parlait sur un téléphone satellite. L'autre nettoyait un fusil. Et assis sur un banc contre le mur du fond, les mains attachées par des colliers en plastique, il y avait 2 silhouettes. Une femme aux cheveux blonds grisonnants, portant un lourd manteau usé. Un jeune homme, grand et mince, avec les cheveux noirs et la mâchoire obstinée de son père. Sophie et Thomas, vivants. La poitrine de Jacques se serra d'une émotion qu'il avait enfouie pendant 10 ans. Sa belle-sœur, son neveu, prisonnier mais respirant. Plus âgé, usé par la captivité, mais vivant. La tête de Sophie était appuyée contre le mur, et Jacques pouvait voir une coupure sur son front,
la source de la trace de sang. Elle semblait épuisée, mais alerte, ses yeux suivant les mouvements de leur ravisseur. Thomas était assis plus droit, tendu, comme un ressort prêt à se détendre. Même attaché, il semblait prêt à se battre. Jacques étudia les gardes, tous deux armés, tous deux professionnels, mais détendus, confiants. Ils ne s'attendaient pas à un sauvetage au fin fond de la nature sauvage. C'était leur erreur. Jacques contourna l'arrière du bâtiment, cherchant une autre entrée. Il trouva une porte qui menait probablement à une réserve ou une cuisine. La serrure était vieille, corrodée. Quelques minutes avec son couteau de poche, et il l'ouvrit. À l'intérieur, le bâtiment était chaud, chauffé par le poêle à bois de la pièce principale. Jacques pouvait entendre des voix maintenant, les gardes parlant à voix basse. « Il devrait être là dans 1 heure, disait l'un. Ensuite, on met le feu et on repart. Et les corps? Le patron veut qu'on les trouve éventuellement. Faire croire qu'ils se cachaient ici, morts dans un incendie, un accident. Après 10 ans de cachette, ils meurent dans un incendie le jour où l'enquête s'intensifie. Pas notre problème. On suit les ordres. Jacques avança dans la réserve, trouva une porte communiquante vers la pièce principale. À travers une fente, il pouvait voir clairement les gardes maintenant. L'un était près de la fenêtre, le fusil en bandoulière, surveillant le sentier. L'autre était toujours au téléphone satellite, son pistolet dans son étui, mais visible. Sophie et Thomas étaient à 5 mètres, près du poêle à bois. Jacques avait besoin d'une diversion, quelque chose pour éloigner les 2 gardes des prisonniers, lui donner une chance de libérer Sophie et Thomas. Il regarda autour de la réserve. De vieux équipements miniers, des outils rouillés, des bidons d'huile de lampe datant de décennies. De l'huile de lampe. Jacques attrapa 2 bidons et rampa vers la porte arrière. Dehors, il pouvait voir la cabane du générateur, probablement contenant encore des conduites de carburant et des équipements électriques. S'il pouvait créer un incendie, une explosion, quelque chose d'assez urgent pour attirer les 2 gardes à l'extérieur. Jacques versa l'huile de lampe autour de la base de la cabane du générateur, gratta une allumette. Les flammes prirent immédiatement, courant le long de la traînée d'huile vers le bâtiment. En quelques secondes, la vieille structure en bois brûlait. À l'intérieur du bâtiment principal, quelqu'un cria « C'est quoi ce bordel ?» Le générateur est en feu. S'il atteint le réservoir de carburant. Les 2 gardes se précipitèrent dehors, armes prêtes, cherchant des menaces. Jacques se glissa par la porte communicante dans la pièce principale. Sophie le vit en premier. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. « Jacques, murmura-t-elle. C'est moi. » Jacques coupa ses colliers en plastique avec son couteau, puis passa à Thomas. De près, son neveu ressemblait à David. Les mêmes yeux noirs, la même expression déterminée, mais plus âgé, endurci par 10 ans de captivité. « Oncle Jacques, dit Thomas doucement. Maman disait que tu viendrais un jour. Il faut bouger maintenant. » Jacques les conduisit vers la réserve, vers la porte arrière. Derrière eux, ils pouvaient entendre les gardes crier, essayant d'organiser une réponse à l'incendie. Le réservoir de carburant va exploser. Prenez la camionnette. Parfait. Dans la confusion, ils pourraient avoir une chance de s'échapper. Mais alors qu'ils atteignaient la réserve, Jacques entendit le pire son possible. D'autres moteurs. Plusieurs véhicules approchant du camp. Les renforts de Leclerc étaient arrivés. Par ici, murmura Jacques, guidant Sophie et Thomas vers une fenêtre brisée dans la réserve. Ils grimpèrent à travers, dans la forêt derrière le camp. Jacques pouvait voir des phares maintenant. Des véhicules approchant sur le sentier principal. « Peux-tu courir ?» demanda-t-il à Sophie. « J'ai attendu 10 ans pour courir, dit-elle. » Ils s'enfoncèrent dans les arbres denses, mettant de la distance entre eux et le camp en flammes. Derrière eux, Jacques pouvait entendre les véhicules arriver, des hommes criant des ordres, le chaos organisé d'une chasse à l'homme commençant. Mais pour la première fois en 10 ans, ils étaient ensemble. Sophie et Thomas étaient libres,
et Jacques allait enfin ramener sa famille à la maison. Ils coururent à travers la forêt pendant 20 minutes avant que Sophie ne s'effondre contre une bûche tombée, haletante. 10 ans de captivité avaient laissé des traces. Elle était maigre, faible, son endurance épuisée. « Je ne peux pas, haleta-t-elle. J'ai besoin de me reposer. » Jacques s'agenouilla près d'elle, vérifia la coupure sur son front. Elle saignait encore, mais pas gravement. « Que s'est-il passé? Comment t'es-tu blessé? L'un des hommes de Leclerc m'a frappé avec la crosse de son fusil quand j'ai essayé de protéger Thomas, dit Sophie. Sa voix était usée par des années de silence forcé. Thomas s'assit près de sa mère, la mâchoire crispée de colère. Ils ont tué Henri ce matin, lui ont tiré dessus devant nous. Nous savons, nous étions là. Vous étiez là. Sophie regarda Jacques avec confusion. Comment nous as-tu trouvés? Jacques l'aida à prendre de petites gorgées de sa gourde. Nous avons trouvé la voiture de David sous la glace au lac de Vassivière. Le visage de Sophie se froissa. David est vraiment mort. Oui, je suis désolé, Sophie. Tellement désolé. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je savais. Je les ai vus lui tirer dessus, mais pendant 10 ans, j'ai